Chaque mois, pendant plusieurs jours, une jeune fille doit choisir entre aller à l'école ou rester à la maison par manque de protection hygiénique. Elle doit peut-être utiliser des tissus sales ou s'absenter par honte. Ceci n'est pas une histoire inventée, c'est la réalité de plusieurs jeunes filles et adolescentes ici au Togo. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Podium Jeunesse. Aujourd'hui, on va briser le silence autour de la précarité menstruelle. Pourquoi cette situation persiste-t-elle? Quelles en sont les conséquences concrètes sur la vie des adolescentes et des jeunes filles? Et surtout, comment ensemble, nous pouvons œuvrer pour un avenir où les règles ne sont plus un obstacle, mais une réalité gérée dignement pour toutes. Pour nous aider à démêler les fils de cette problématique et trouver des solutions, nous sommes ravis de recevoir sur notre plateau, à ma gauche, Credo Ameyi. Vous êtes le président de la région maritime du mouvement d'action des jeunes MAJ. Et à ma droite, Déborah Djegnon, sage-femme d'État en parcours master et formatrice en santé sexuelle et reproductive et planification familiale. Déborah et Credo, bonsoir. Bonsoir, madame. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Credo, vous êtes activement impliqué dans la sensibilisation autour des menstruations. Expliquez-nous avec vos mots ce que sont les menstrues et en particulier comment se manifeste cette réalité qu'on appelle la précarité menstruelle. Ok, merci beaucoup pour cette question. Je vous en prie. La menstruation, c'est le coulement du sang hors de l'appareil génital de la femme. Et l'écoulement peut durer entre 3 et 7 jours. Ça diffère d'une femme à une autre. Le cycle menstruel, c'est la période qui va des derniers jours des règles jusqu'à la veille des prochaines règles. Et cette période dépend également de chaque femme, qui peut être de 21 jours pour les cycles courts. Donc, possible que cette femme qui a ce cycle de 21 jours ait 2 règles dans un mois. Et également, ça peut aller jusqu'à 35 jours pour les cycles longs. Et ce qui signifie que cette femme qui a ce cycle long peut passer tout un mois sans avoir ses menstrues. Ce qu'il en est de la précarité menstruelle, c'est le manque des moyens adéquats pour pouvoir, ou bien pour permettre aux jeunes filles d'être à l'aise pendant les règles ou les menstrues. Donc, ça inclut les informations d'abord. Ça inclut également la disponibilité de l'eau, l'espace pour permettre aux jeunes filles, peut-être scolaires, pour pouvoir avoir cette aisance à se changer les serviettes si besoin s'y fait. Et tous les regards que les gens portent sur ces jeunes filles pendant leur menstrues, ça également englobe la précarité menstruelle. Déborah, en tant que sage-femme d'État et formatrice, comment définir la précarité menstruelle d'un point de vue professionnel et quelles en sont les causes principales que vous observez concrètement ici au Togo? Merci madame. Je vous en prie. Je dirais que la précarité menstruelle, c'est d'abord l'incapacité pour les jeunes filles ou les jeunes femmes à se procurer les serviettes hygiéniques, à avoir un espace dédié à ça, de l'eau, à avoir des informations, des sensibilisations autour de la menstruation pour pouvoir vivre pleinement leur menstruation. Et donc, les causes que nous pouvons citer dans notre contexte au Togo ici, on va d'abord parler de la pauvreté parce que, disons, nous, la vérité, les serviettes hygiéniques que nous avons sur le marché, ce n'est pas à moindre coût. Les conditions sociales dans lesquelles nous vivons, les tabous autour des menstruations, et également les infrastructures non adaptées dans le sens de pouvoir permettre à ces jeunes filles, à ces jeunes femmes de pouvoir vivre pleinement leur menstrues. Il y a aussi le manque d'information, comme Oui. Credo l'a dit, et la honte et la stigmatisation, la conception que certaines communautés chez nous ont des menstrues. Exactement. Au-delà des protections, Credo, quel est l'impact le plus difficile de la précarité menstruelle sur le moral ou la confiance en soi des jeunes filles selon vous? Ok, selon moi, imaginons une jeune fille qui n'a pas encore ses règles et ces règles surviennent à l'école. D'abord, il y a la moquerie de ses camarades, même filles, qui peut-être ont déjà leurs menstrues, mais dès qu'elles voient les tâches de leurs camarades filles, se moquent également comme les garçons. Et cet aspect peut vraiment affecter la jeune fille
vu que c'est sa première fois de voir ça, et malheureusement c'est arrivé à l'école devant un public, elle aura l'idée toujours sur ce moment précis où elle a vécu ça. Vous dites qu'elle vit ça comme un traumatisme? Un traumatisme, bien sûr. À chaque fois, peut-être qu'elle aura les règles, elle va toujours se rappeler de ce moment. Certains peuvent dire que ce n'est qu'une moquerie et tout, mais le mental de tout le monde n'est pas pareil. Une fille peut le vivre simplement, alors qu'une autre peut le vivre. Ça sera vraiment un traumatisme pour elle. Et ça peut amener la fille à manquer les cours pendant les menstrues. Je viens de dire tout à l'heure, les menstrues, ça peut... À cause des fuites possibles. À cause des fuites, qui généralement sont entre 3 et 7 jours. Donc, par exemple, pendant 3-5 jours, la fille peut rester à la maison. Et imaginons le cours qu'elle rate. Et également, l'espace vraiment adéquat pour elle, pour aller se changer, il n'y a vraiment pas ça. Et elle va toujours se stresser et manque de confiance en soi. Par exemple, elle rate les cours lors des examens, tout. Elle manque d'informations. Pour bien traiter les sujets. Voilà, pour bien traiter les sujets. Et ce qui touche son estime en soi ou bien sa capacité intellectuelle. Donc, c'est vraiment important de toucher ces côtés dans les sensibilisations pour permettre aux pères de ne pas se moquer de leurs camarades filles parce que c'est un phénomène naturel qui peut survenir à tout moment. Déborah, à part les fuites possibles qui créent des tâches qui font qu'on se moque de certaines filles qu'elles vivent ça comme des traumatismes, il y a aussi d'autres filles qui, pour la première fois, sont sérieusement traumatisées par la vue du sang qui s'écoule de leur appareil génital. Justement, il y a des filles qui sont traumatisées parce que l'information n'a pas été donnée en amont. Je dirais que si la fille a été préparée dès l'âge de 12 ans, 13 ans, où le parent, disons la maman, lui a déjà préparé à la venue d'un certain écoulement, je pense que quand ça sera, elle ne sera pas aussi choquée, elle ne sera pas aussi traumatisée sur le fait de voir du sang s'écouler de son appareil génital. Donc je dirais d'abord que c'est le manque d'information en amont. Je me rappelle, pour une petite parenthèse, quand moi j'ai eu mes premières menstruations, d'accord, je n'avais plus ma maman en ce moment, mais mon père, il avait pris l'habitude de me dire en avance que il peut y avoir que tu as déjà plus de 13 ans, que tu peux te lever un matin, tu vas voir que ton slip est taché et tout. Donc, n'aie pas peur que c'est les menstrues. Donc, il nous disait ça, mais sous forme de petites blagues, de taquinement à la maison. Il vous préparait. Oui, en fait. Donc moi, personnellement, ça m'avait préparé à ça. Donc, je me rappelais le jour où j'ai eu ma ménarche, c'était la nuit. Je m'étais juste levée, j'étais rentrée dans les toilettes et j'ai constaté que j'avais les écoulements du sang. Je n'ai pas paniqué, j'étais déjà à peu près rassurée de ce que c'était. Donc, j'ai juste cherché les moyens pour me protéger. Et c'est après même que j'ai informé mon papa de la situation, en fait. Donc, c'est ça le problème. Il faut que l'information passe avant la venue. Ou bien, si l'information a manqué en amont, dès que ça arrive, il faut des sensibilisations ou bien des voix pour pouvoir encourager et rassurer la jeune fille que c'est un phénomène tout à fait naturel, que ça arrive. Le grand problème, en fait, c'est le fait que les parents n'arrivent pas à avoir le courage pour en parler à leurs enfants à cause de la conception que l'on a dans telle ou telle communauté des menstruations. Oui. Donc, c'est important que le tabou soit levé. C'est pour cela que nous en parlons aujourd'hui. Donc, Déborah, je continue avec vous. Au-delà du simple manque de protection, quels sont les risques sanitaires concrets auxquels nos jeunes filles sont exposées quand elles n'ont pas accès à une bonne hygiène menstruelle? D'accord. Moi, personnellement, j'ai été accompagnée sur des organisations dans ce sens et sincèrement, nous sommes allés dans des coins du Togo. Je ne vais pas dire que c'est vraiment des coins, mais vous allez voir qu'il y a des jeunes filles qui n'ont pas vraiment accès à ces serviettes hygiéniques. Les jeunes filles se protègent avec des linges qui ne sont pas aussi propres que ça. Il y en a qui se protègent avec des papiers de journaux. Des papiers de journaux. Oui. Vous voulez parler de papier hygiénique? Non, des papiers de journal. Les journaux, oui, justement, la presse de Togo Presse, des trucs comme ça. Oui, il y en a qui se protègent avec des papiers. Il y en a qui se protègent avec des... Elles mettent ça dans leur slip? Oui, il y en a qui se protègent avec des feuilles de bananier. Des feuilles de bananier et
Bon, elle n'a pas les moyens, on leur a dit que c'est comme ça, que les feuilles de bananier, c'est un peu épais, ça peut récupérer le sang. Mais ça n'absorbe pas. Oui, ça n'absorbe pas justement pour que ça ne puisse pas dégouliner. Donc, elles sont obligées que dans cette période, j'ai rencontré des apprentis que dans cette période-là, par peur que ça dégouline, ça coule, elles sont obligées de manquer leurs ateliers de travail et de rester à la maison. Maintenant, pour ces utilisations qui ne sont pas propres, qui ne sont pas hygiéniques, il y a des risques d'infection. Et quand je parle d'infection, ça va des infections urinaires, des infections vaginales, des mycoses, tout ce qui va avec. Et quand on parle d'infection, c'est en termes de degrés. Ça peut commencer par une infection vaginale qui est basse et puis après évoluer vers des infections hautes qui peuvent avoir des complications très graves dans le futur jusqu'à peut-être causer des problèmes sur la fertilité ou la probabilité de concevoir chez la jeune fille. Merci beaucoup. Credo, tout à l'heure, vous parliez de l'absence de toilettes et d'eau dans les écoles ou les lieux publics qui peut être un problème majeur. Comment cette situation aggrave-t-elle concrètement la précarité menstruelle chez la jeune fille et l'adolescente? Lorsque les règles arrivent, pour les filles qui connaissent la date ou la date probable qu'elle peut arriver, prennent leurs précautions peut-être depuis la maison, mais arriver dans leur milieu d'apprentissage, à l'école ou dans les ateliers, il n'y a pas de toilette pour elles. Par exemple, nous ne sommes pas sans savoir qu'il faut changer régulièrement les serviettes lorsqu'elles sont pleines. Maintenant, il est l'heure qu'elle change. Où est-ce qu'elle va aller changer ça? La maison est très loin. Comment elle va faire pour changer ça? Et elle est obligée de garder cette même serviette depuis le matin jusqu'à midi peut-être ou jusqu'au soir à 17 h avant d'aller changer ça. Et nous savons que laisser des trucs humides à côté ou bien proche de l'appareil génital peut causer des infections, comme madame vient de le dire. Et surtout le sang. Et surtout le sang peut causer les infections. Donc l'absence de cette toilette-là aggrave encore la situation pour nos jeunes sœurs et les isole en fait, puisque comme je viens de le dire, elles vont manquer les cours parce qu'il n'y a pas de toilette pour se changer, il n'y a pas d'intimité pour elles, donc elles vont manquer les cours. Et aussi, dans certaines écoles, c'est vrai, il y a les toilettes, mais l'entretien n'y est pas. Et ce qui fait que dans plusieurs écoles, les toilettes sont fermées. Ou même si les toilettes sont accessibles, les jeunes filles n'ont pas ce courage d'aller dans les toilettes, vu l'état dans lequel les toilettes sont. Et madame vient de parler tout à l'heure de des infections urinaires, des infections vaginales qui peuvent affecter leur fertilité. Vous allez penser que c'est un truc simple. Des démangeaisons qui vont commencer, elle ne va pas le prendre au sérieux, l'ignorer, parce que nous savons tout le tabou qui est autour de... les traiter avec les moyens de bord. Les moyens de bord. Nous savons tous les soucis qu'il y a autour de la santé sexuelle, comment me rendre à l'hôpital et tout. Donc elle va garder ça, et ce qui va progresser et affecter sa fertilité, comme nous venons de le dire. Merci beaucoup, Credo. Pour comprendre les enjeux et les actions menées sur le terrain, dans le reportage qui vient, Madame Dambé Aruna, la responsable de l'association ICTDP, Initiative citoyenne pour la transparence et le développement participatif, nous dévoile les objectifs, les résultats concrets déjà observés et les défis qu'elle rencontre au quotidien dans le cadre de son projet gestion de l'hygiène menstruelle chez la jeune fille en milieu scolaire. Découvrons ensemble comment, grâce à des approches innovantes et une collaboration étroite avec les communautés, cette association s'efforce de briser le silence et d'offrir un avenir meilleur à nos jeunes filles et nos adolescentes. On regarde. Au cœur de la lutte contre la précarité menstruelle, des initiatives concrètes voient le jour. Le projet gestion de l'hygiène menstruelle chez la jeune fille en milieu scolaire de l'association Initiative citoyenne pour la transparence et le développement participatif en est une. Le projet gestion de l'hygiène menstruelle en milieu scolaire chez la jeune fille vise à apporter les informations nécessaires aux jeunes filles, plus précisément les élèves, pour que celles-ci aient toutes les informations dont elles ont besoin pour surmonter en toute responsabilité leur menstruation.
et tout ce qui concerne leur sexualité. Parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet considéré comme tabou et souvent les parents n'en parlent pas. Et au niveau de l'enseignement, il n'y a pas un curriculum en réalité qui enseigne l'élève de tout ce qui concerne ces sujets. Donc pour nous, il était important d'aller vers les élèves, surtout les filles, pour leur apporter la bonne information. Aujourd'hui, nous nous réjouissons parce que nous avions traversé plus de 40 établissements scolaires et nous avions fait la promotion des serviettes hygiéniques réutilisables. Parce qu'avec ce qui inonde sur le marché, les jeunes filles achètent des serviettes hygiéniques non réutilisables à bas prix, mais en réalité, certaines serviettes hygiéniques ne sont pas adaptées et qui peuvent à la longue apporter des maladies sur leur santé sexuelle. Le projet a touché plus de 40 000 élèves, mais nous avions aussi inclus les garçons. Un travail de terrain essentiel, mais qui, comme toute action d'envergure, ne se fait pas sans son lot d'obstacles. La grande difficulté, c'est un sujet qui est considéré comme tabou. D'abord, la question de la sexualité, voire ce que nous appelons les menstruations. Donc, nous avons rencontré ça, mais avec l'intégration des points focaux des enseignants, nous avons formé les enseignants sur la thématique qui sont des points focaux qui vont servir d'intermédiaire entre nous et les élèves. Donc, lorsque la jeune fille a un petit souci, elle va vers le point focal qui est l'enseignant qui a été formé en la thématique pour lui expliquer son petit besoin pour trouver satisfaction. La lutte contre la précarité menstruelle est un effort collectif qui ne peut réussir que par la synergie des acteurs. La question sur la précarité de l'hygiène menstruelle est une réalité et pour y surmonter, il fallait faire collaborer tous les acteurs prenants sur le sujet, notamment la communauté qui sont les parents d'élèves, les enseignants et les élèves eux-mêmes, y compris les garçons surtout. Pour ce faire, nous avions animé des séances de café de parents d'élèves pour montrer comment le parent doit prendre ses responsabilités depuis la maison envers la jeune fille et surtout le bas âge. Souvent, les parents n'en parlent pas. Et l'enfant, lorsqu'il découvre le sujet dehors, il fait ce qu'il veut avec ce qu'il pense faire. Il fallait impliquer tous les acteurs, y compris même les groupements de femmes, de jeunes des quartiers pour que tout le monde puisse relayer l'information. Le témoignage de la responsable de l'initiative citoyenne pour la transparence et le développement participatif nous montre qu'un avenir digne est possible pour toutes les filles au Togo. Merci de revenir avec nos plateaux après ce reportage éclairant. Credo, quelles sont les initiatives concrètes que le MAJ et la TBF Togo ont développées pour lutter contre la précarité menstruelle sur le terrain? Ok. Le mouvement d'action des jeunes MAJ de l'Association togolaise pour le bien-être familial, j'ai l'habitude de le dire, c'est la branche qui réunit les jeunes qui épousent la même vision de l'Association togolaise pour le bien-être familial. Et chaque année, nous avons un plan d'action que nous suivons. Et dans ces plans d'action, nous incluons plusieurs activités qui vont dans le sens de l'éducation sexuelle complète, qui sera bientôt l'éducation aux valeurs et à la santé sexuelle. Ces activités, nous avons les sensibilisations que nous faisons dans les écoles, les sensibilisations que nous faisons dans les centres de formation pour toucher les scolaires et les extrascolaires, puisque personne ne doit être marginalisé dans ce thème. Aussi, nous organisons des webinaires, par exemple le 28 mai passé, qui était la journée internationale de l'hygiène menstruelle. Nous avons organisé un webinaire en ligne où plusieurs personnes ont participé et nous avons eu des informations vraiment complètes sur tout ce qui entoure l'hygiène menstruelle, que ce soit les moyens pour se protéger, comment prévenir les fuites et tout ce qui va avec. Nous avons également des émissions radio que nous organisons pour toucher les parents, pour leur faire comprendre vraiment l'importance de pouvoir parler de l'hygiène menstruelle dès le bas âge aux jeunes filles comme aux jeunes garçons, puisque personne ne doit être marginal, comme je viens de le dire. Et ensemble, j'espère que dans un avenir proche, il n'y aura plus ces débats où les jeunes filles n'ont pas accès à des services adéquats ou bien des moyens adéquats pour se protéger pendant l'hygiène menstruelle ou bien leur menstrue. Bien. Il y a cette question qui me taraude l'esprit lorsque vous et moi nous avions commencé à échanger durant les préparatifs. Comment se fait-il que vous êtes activement engagé sur la question de la sensibilisation en ce qui concerne la précarité menstruelle et comment vous êtes à l'aise
en parlant de ce qui concerne la femme. Comment ça s'est fait que vous y êtes retrouvés? Voilà, c'est la question. Ok. Mon engagement dans l'activisme a commencé depuis 2021. Okay. C'était mon père qui m'avait inscrit dans l'association pour me permettre d'être à l'aise en public. Vous étiez timide? J'étais très timide. J'étais quelqu'un de très timide qui n'arrivait pas à parler devant des personnes. Avec les amis, ça va, mais devant un public pour expliquer quelque chose, c'est vraiment pas mon genre, comme je peux le dire. Mais à partir de cette année, j'ai participé à plusieurs activités, comme je venais de le dire, les sensibilisations, les formations en éducation sexuelle complète. Donc, ce qui m'a permis d'être à l'aise et parler de ce problème aujourd'hui. Parce que j'ai vu, d'après moi, que c'est vraiment important de toujours parler de ça. J'ai des sœurs à la maison. Si j'ai des informations sur l'hygiène menstruelle, comment aborder la question de l'éducation sexuelle avec mes jeunes sœurs, mes jeunes frères à la maison, ça serait plus facile pour moi de pouvoir leur montrer comment faire s'il y a une différence auprès des parents, parce que nous savons qu'il y a toujours ce tabou qui existe. Et moi, en tant que grand frère ou petit frère, c'est pas histoire de grand frère, même en tant que proche, je peux conseiller mes petites sœurs, mes amies, filles, sur comment procéder et comment évoluer dans le bon sens. Et aussi, nous savons que la plupart du temps, les amis se confient entre eux. Si, par exemple, une amie a le courage de venir chez moi, je me dois de lui donner des informations de sources sûres et approuvées, pas des informations banalisées qui n'ont pas de source sûre. Donc, ce qui m'a vraiment... sûres et sécurisées. Sûres et sécurisées, voilà. Donc, la première fois, je coupe pas la parole, la première fois que vous avez eu à en parler, est-ce qu'il y avait un malaise à votre niveau où vous étiez à l'aise en parlant de ce qui concerne la femme, de la sexualité, de la protection, de la reproduction? Je n'ai ressenti aucune gêne à pouvoir en parler devant mes pairs. C'était facile. D'autant plus qu'on sait que la puberté commence un peu plus tôt maintenant. Donc, il faut que l'éducation soit de bas âge. Aussi, il faut former les enseignants parce que dans les milieux scolaires, c'est un sujet dont on n'en parle pas. Il faut former les enseignants à ce que les enseignants ne trouvent pas bizarre que la fille, peut-être à cause des dysménorrhées, à cause des douleurs qu'elle a eues pendant ses menstrues, elle a été absente au cours. Il faut que les enseignants soient formés là-dessus. Il faut que les parents, les familles soient formés. Que ce sont des cas qui peuvent survenir. Ce sont des cas qui peuvent survenir. Il faut que les familles soient formées là-dessus. Maintenant, en milieu sanitaire, à l'hôpital, médicalement parlant, je pense que ce que la TBF fait déjà, c'est déjà bon. Il faut d'abord créer un espace sûr pour les jeunes pour en parler. Parce que les jeunes, entre eux, c'est plus facile pour eux de pouvoir parler, c'est plus facile pour eux de pouvoir se confier à quelqu'un qui vit la même chose que moi. Donc, c'est déjà un pas. Donc, je pense que dans tous les centres de santé, que ce soit dans les CMS, dans les hôpitaux, il va falloir créer un espace pour les jeunes. Espace pour les jeunes, pour un père, un formateur, un prestataire de santé à qui ils pourront venir. Ce sera espace de jeunes. Il n'y aura pas d'adultes pour porter des regards de jugement et tout. Ce sera entre eux, ils vont pouvoir parler, dire que « Ah, la dernière fois, j'ai eu ci. » On va dire « Oh, la dernière fois, moi aussi, j'ai eu ça. » Mais c'est comme ça que ça se corrige. Donc, si ça est à tous les niveaux, je pense que ça peut déjà améliorer la génération qui est en train de venir. Credo, selon vous, quelle est la responsabilité de notre société dans son ensemble, des familles aux écoles, en passant par les autorités et les communautés pour assurer une gestion digne des menstruations pour les adolescentes et les jeunes filles? Je suis tout de même impressionné et satisfait à la fois de ce que madame venait de dire, qu'elle a été initiée très tôt aux menstruations. Par son père. Par son père. Par son père en plus, voilà. Et c'est vraiment important. De base, nous allons grandir dans une famille. Et que ce soit auprès de nos parents ou des tuteurs qui ne sont pas nos parents géniteurs. C'est important d'inculquer ces valeurs-là aux jeunes filles et aux jeunes garçons. Nous appelons quelque chose en éducation sexuelle adapter l'information à l'âge. C'est vrai, il y a des mots qu'il ne faut pas dire crus à une jeune enfant, mais il faut adapter l'information à l'âge de l'enfant que tu as en face de toi.
tu l'as déjà vécu ou bien tu as été témoin de quelqu'un qui a déjà vécu la gestion de l'hygiène menstruelle, ses premières menstruations. Donc, c'est vraiment important d'adapter l'information à l'âge et au fil du temps, lorsque vous voyez que la personne grandit, donnez-lui l'information jusqu'à ce que surviennent ses premières menstruations. Donc la base, c'est la famille. Créer un environnement de confiance entre père et fille, mère et fille, mère et fils. Tout le monde de la famille doit être impliqué dans ce processus. Comme ça, il y aura la confiance dès que la fille a ses premières menstrues. Puisqu'il y a des témoignages, la fille a dit, lorsqu'elle a eu ses premières menstrues, elle ne l'a pas dit à ses parents. Elle a gardé, certains même arrivent à dire, l'ont gardé pendant 1 an avant de parler de ça à leurs parents. C'est vraiment pas ça. Parce qu'elles avaient peur. Elles avaient peur. Et le tabou qu'il y a autour de la sexualité. Oui. Comment aborder ce sujet avec son parent. Il y a un gène, donc préfère garder ça jusqu'à 1 an, 2 ans avant d'en parler parce que peut-être elle a une douleur ou quelque chose qui l'a poussé à dire ça à ses parents. Et aussi, sortant du cadre familial, il y a l'école où nous passons aussi beaucoup de temps. Et pour l'anecdote, moi j'ai ma première fois d'entendre parler des règles, c'était en classe de 5e, lors de le cours sur la puberté en ECM. Et le professeur disait, ah les filles, lorsque vous verrez du sang dans votre slip, ne pleurez pas, allez dire ça à maman. Et c'était ma première fois d'entendre parler de ça. Et ça serait une bonne initiative de pouvoir intégrer l'éducation sexuelle complète dans peut-être un sous-chapitre dans un cours ou un cours déjà en part entière, peut-être dans lequel les élèves même peuvent composer. Et là, ça va permettre de recruter peut-être des enseignants qui sont formés en ESC et avoir des heures de cours pour pouvoir parler de ça aux jeunes enfants comme aux adultes. À l'école, bien sûr. Et donc, en créant tout ce processus, ça va permettre de pouvoir lever ce tabou autour de l'hygiène menstruelle. Et aussi, les autorités locales, puisque nous savons que dans les milieux reculés, les chefs traditionnels, même pas dans les milieux reculés, dans tout milieu, les chefs traditionnels ont un pouvoir sur la communauté. Donc, ça serait l'occasion pour les chefs traditionnels peut-être d'organiser des rencontres avec les parents et discuter pour dire, ouais, avant, on disait que les menstrues ou le sang qui s'écoule de la femme est sale. Donc, ça, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Et à cause de ça, la femme ne va plus à la cuisine, ne touche pas à certains trucs et tout. Ça sera le moment idéal d'enlever cette idée de la tête des populations et leur encourager de parler à leurs enfants, puisque ils ont vraiment une autorité. Donc, avec tout cet ensemble réuni, j'espère que dans quelques années, comme je venais de le dire, nous n'aurons plus à se plaindre qu'il y a la précarité menstruelle. Déborah, votre avis sur cette question? Moi, je pense d'abord que la société dans laquelle nous vivons, la société a l'obligation et le devoir de protéger ses filles. Parce que si on imagine que dans un mois, il y a, par exemple, dans une école, il y a 50 filles qui sont absentes. Dans une société ou bien dans une entreprise, il y a 20 femmes qui sont absentes. Je pense que ça prend du poids sur la société et ça touche pratiquement tous les milieux. École, domaine d'apprentissage, le travail. Parce que moi-même, je suis là en train de parler parce que moi-même, ça m'arrive encore de rater des jours de travail parce que j'ai des douleurs à cause de mes menstruations. En tant que professionnel? Oui. Parce que vous allez prendre des calmants, vous allez prendre des traitements, mais ce n'est pas toujours ça, d'accord? Donc, il faut que la société puisse d'abord savoir que c'est un devoir à lui de protéger ses filles, de protéger ses jeunes femmes. Et au-delà de tout ça, il va falloir que un travail soit fait à chaque niveau. Les parents, ils font pour eux, les enseignants, ils font pour eux, les prestataires de santé, ils font pour eux, les enseignants, ils font pour eux, les jeunes, entre eux, ils font pour eux. Surtout pour les jeunes garçons, comme le leader Credo, il va falloir que vous ancrez plus cette vision dans vos pères, les garçons surtout, à accompagner les jeunes filles. Parce que à l'école, au boulot, porter un regard sur toi parce que tu as eu tes menstruations, c'est vraiment traumatisant. C'est pas pour dire que... Mais il y a des regards qui tuent. Oui, oui, c'est vraiment traumatisant. Et puis quand je sens que
demain là, il y a mes menstrues, je préfère rester à la maison pour ne pas subir des moqueries, pour ne pas... Parce qu'en classe, tu te lèves chaque fois pour vérifier si ta jupe n'est pas tachée par hasard. Donc, je pense que c'est une tâche qui est répartie à tous les niveaux. Et que... Donc, il faut une synergie totale pour que la lutte soit effective. Voilà, justement. Merci beaucoup. Pour chacun de vous, si on veut réellement mettre fin à la précarité menstruelle au Togo, quelle serait la priorité numéro 1 à laquelle nous devrions nous attaquer, Credo? Ok. Selon moi, la priorité numéro 1, c'est les parents et les tuteurs. Je venais de le dire. C'est de là que nous allons sortir, c'est de là que nous allons grandir. Bon, c'est vrai, nous passons beaucoup de temps aussi à l'école, mais la base déjà, c'est la famille, famille, nos tuteurs, nos parents, géniteurs et ceux auprès de qui nous sommes. Donc, si nous comprenons vraiment que ça a un impact sur la vie de la jeune fille, ça peut permettre à la jeune fille, ou bien ça peut empêcher la jeune fille de participer normalement au cours. Ça peut être une barrière pour la jeune fille de pouvoir découvrir son plein potentiel. La base serait de donner des informations assez tôt pour que la jeune fille ne soit pas surprise lors de ses premières règles. Puisque, comme nous venons de le dire, c'est assez traumatisant si les conditions ne sont pas réunies en sa faveur. Donc, la base serait là. La priorité numéro 1 serait de sensibiliser les parents. Les adultes. Les adultes. Pourquoi pas organiser des rencontres entre adultes? Bon, il y a l'association togolaise pour le bien-être familial qui le fait lors de ces sessions de formation. Okay. Mais si encore nous pouvons généraliser ça et accueillir ça dans nos sociétés, que normalement nous devons en parler entre adultes, trouvons un jour, peut-être une fois par mois, une fois par semaine. Si ce n'est pas en général, peut-être à l'église, il y a le groupe des hommes, le groupe des femmes, où on peut en parler. Dans les écoles, lors des réunions d'enseignants, on peut en parler, et ainsi de suite. Ou la réunion des parents d'élèves. Ou la réunion des parents d'élèves, voilà. J'espère que, comme j'ai l'habitude de le dire, dans quelques années, nous n'aurons plus à discuter de ces problèmes. Merci beaucoup. Donc, pour Credo, pour mettre fin à la précarité menstruelle au Togo, la priorité numéro 1, c'est les adultes. Créer l'école des parents. Oui, et je dirais c'est d'abord une bonne base. Mais moi, j'irais jusqu'à dire qu'il faut rendre les serviettes hygiéniques accessibles. Parce que, sans tabou, sans mentir, même pour les gens qui travaillent, tu te dis que demain, la même menstrues vont venir, que je vais encore sortir de l'argent pour aller chercher les serviettes hygiéniques. C'est pas facile, c'est pas aussi simple. Voilà, c'est des calculs. Au-delà de ça, il faut payer des produits pour mes douleurs. D'accord? Je dois prendre des antalgiques, je dois prendre des anti-inflammatoires. Donc moi, je partirai d'abord sur la disponibilité, l'accessibilité des serviettes hygiéniques. Maintenant, les serviettes hygiéniques que nous avons sur le marché, ce n'est pas aussi écologique que ça. Donc moi, je dirais il faut peut-être des serviettes hygiéniques réutilisables. Il y en a sur le marché maintenant. Il faut des serviettes hygiéniques réutilisables avec une notice claire de l'entretien, de façon à l'entretenir, de comment le sécher pour le garder propre pour les prochaines menstruations. Donc, au-delà de ça, je vais dire que si les autorités togolaises peuvent... Bon, ça, c'est mon avis. Même si c'est une petite somme de plus pour les travailleurs femmes, dans la société togolaise, peut-être je prends un homme et une femme qui travaillent dans la même entreprise et que, par exemple, le salaire, c'est 10 000 par mois. Pardon, pour la femme ou bien pour la jeune fille en question, même si c'est 1 000 francs là, il faut ajouter dessus. Parce que les menstruations, c'est pas un truc qu'on décide en vrai. C'est pas un truc qu'on décide, d'accord? C'est que tu choisis ou tu choisis pas, ça va venir. Donc, s'il pouvait avoir un petit regard sur ce côté pour pouvoir soutenir la jeune fille, la jeune femme, pour l'accessibilité facile. Est-ce que vous savez que les hommes pensent, pas seulement pensent, disent aussi tout haut que la femme est trop privilégiée, en fait le sexe féminin, que ce soit petite fille, jeune fille, adolescente ou femme, qu'elle est trop privilégiée. Vous demandez un peu plus d'argent sur le salaire pour vous les femmes. Bon, on va dire qu'on est un peu plus privilégié. Bon, peut-être dans certains domaines. Le droit de la femme, ceci. Voilà, c'est pas faux. Bon, l'ère à laquelle nous sommes, c'est vrai que la femme est un peu plus priviligée. Elle est mise en vue. Mais
quand on prend les menstruations, la femme n'a pas décidé d'avoir ses menstrues. Je comprends. Le cas des préservatifs, par exemple. Dans nos centres de santé, les préservatifs, ils sont distribués gratuitement. Vous n'avez pas besoin de sortir l'argent forcément. Quand vous venez dans un centre de santé que vous demandez des préservatifs, on vous donne. Mais quand je prends cet exemple, c'est que dans le cas où les préservatifs sont distribués gratuitement, c'est vrai que c'est dans l'objectif de limiter les infections transmissibles et tout. Mais là, l'homme ou bien le monsieur, il a décidé d'avoir des relations sexuelles, c'est pour ça qu'il veut se protéger. Alors que la femme, elle n'a pas décidé d'avoir ses menstrues. Vous êtes terrible, hein? Que vous le choisissez ou pas, dans le mois, vous aurez vos menstrues. Donc si on peut avoir un clin d'œil, bon, pas forcément l'argent sur le salaire, mais même si c'est rendre aussi disponible les serviettes hygiéniques pour la femme et tout. Amoindrir le coût. Amoindrir le coût, justement, ce sera bon, ce sera bien. Merci beaucoup. Voilà. Oui, allez-y. Déborah venait de mentionner peut-être la gratuité des serviettes hygiéniques. Pas plus tard qu'hier, où je suivais sur les réseaux sociaux que dans un pays voisin, il y a une subvention pour permettre aux jeunes femmes d'avoir accès aux serviettes hygiéniques. Moi, je trouve que c'est... Gratuitement ou à moins de coût. Elle n'a pas parlé de gratuité. Non, ce qui vous dites là, c'est gratuitement, mais c'est à moins de coût. Ils n'ont pas précisé, c'était sur Brut. Bon, je ne voulais pas mentionner Brut et au Ghana à côté. Bravo. Donc, bon, ils ont dit permettre l'accès aux serviettes hygiéniques. Donc, je trouve que c'est une grande avancée, bien sûr. Et sur mon compte Facebook, j'ai partagé l'information pour dire il y a un adage qui dit lorsque le voisin est content, c'est que ton bonheur n'est pas loin. Donc, espérons aussi que dans un futur proche, il y a peut-être amoindrir, comme Déborah venait de le dire, le coût, puisque c'est vraiment pas facile à une jeune fille. Et déjà, la puberté commence entre 9 et 13 ans chez la jeune fille. Et si à cet âge, elle doit sortir de l'argent pour prendre les serviettes hygiéniques et les calmes douleurs, comme Déborah venait de le dire, ça sera vraiment compliqué. Antalgique et anti-inflammatoire. Voilà. Merci beaucoup. Déborah. Credo, si vous devriez donner un conseil à un jeune garçon qui nous regarde, quel serait-il pour qu'il devienne un véritable allié dans cette cause essentielle comme vous? Ok, merci beaucoup. Je venais de le dire tantôt qu'il ne faut pas marginaliser quelqu'un dans cette lutte. Il faut impliquer tout le monde, que ce soit les garçons, les jeunes filles, les parents. Donc, pour les jeunes garçons, comme je l'avais dit plus haut, premièrement, eux qui donnent des normes au cœur aux jeunes femmes. Lorsqu'elles sont tachées et tout à l'école, dans les centres de formation. Donc, l'idée serait de les sensibiliser pour leur dire que l'hygiène menstruelle, bien les menstrues, peut survenir à tout moment. Et ça, c'est un truc qui peut surprendre. Tu peux prévoir la date où tu vas avoir tes menstrues, mais ça peut te surprendre, puisque nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent provoquer les menstruations, les émotions, le stress et tout ce qui va avec. Donc, ça serait de les amener à comprendre que c'est un phénomène naturel et que ça peut arriver à toute jeune fille. Donc, ça sera l'occasion pour eux de respecter d'abord la jeune fille lorsqu'elle est tachée en public et tout ça. Et s'ils ont des conseils ou des informations sur comment ne plus avoir ce désagrément, peut-être avoir un pagne dans son sac pour pouvoir se couvrir lorsque ça intervient, aller à la maison et tout ce qui va avec. Même si une fille mettait un pagne sur sa jupe à l'école. Voilà, il y a aussi... C'est stigmatisant, non? C'est stigmatisant. C'est pourquoi je dis qu'il faut une sensibilisation à part entière et à tous les niveaux. Les jeunes filles, les jeunes garçons. Qu'on apprenne à bien se protéger lors de la menstruation. Voilà, les enseignants, les surveillants. Et avec cette synergie, comme on venait de le dire, ça peut avancer. Et aussi, nous savons que les menstruations affectent l'état émotionnel de la femme. Tantôt elle peut être contente, tantôt elle peut devenir que les femmes sont très versatiles au cours de cette période. Devenir triste. Et imaginons un garçon ou bien un jeune homme qui a peut-être sa femme, sa fiancée, sa petite amie, qui change d'humeur comme ça et à chaque fois lui s'énerve. Vous voyez que c'est vraiment... En fait, lorsque vous disiez que ce sont les garçons qui donnent des surnoms aux filles, je me rappelle, quand j'étais au CM1, je n'étais pas très avertie sur le phénomène, mais pendant la récréation, j'entendais les garçons dire « celle-là, elle est reggae man, elle est reggae man ». Reggae man, le reggae, c'est de la musique. Je ne l'ai jamais vu chanter du reggae, mais on l'appelle reggae man. En fait, elle était la plus âgée de la classe et elle s'était tachée le jour-là. Eux, ils ont su. Voilà. Nous, on était les petites. Donc, ils l'ont surnommé reggae man. Vous voyez, ça fait que quand elle a les menstrues, elle ne vient pas au cours. Voilà.
Donc, c'est assez important de les faire comprendre. Pas dire que les garçons aussi devaient avoir les menstrues, mais les faire comprendre que lorsque la femme est arrivée à un certain âge, peut avoir des fuites de sang. Et les apprendre les bonnes manières à observer pendant ce moment. Bien se protéger. Merci beaucoup. Moment de la femme. Déborah, comment amener les garçons à devenir des alliés dans cette lutte qu'est la lutte contre la précarité menstruelle? Voilà, Credo a tout dit déjà, parce que c'est lui le leader garçon qui nous aide dans cette lutte. Mais je dirais aux garçons, je ne veux pas dire d'être empathique, mais d'être humain tout simplement. Parce que les menstruations, c'est un phénomène très très naturel. C'est pas une honte, c'est pas un tabou, c'est presque une dignité pour la femme en fait. Donc que les garçons accompagnent les jeunes filles, les jeunes femmes dans cette période pour que ça puisse bien se passer. Je ne veux pas dire aux garçons d'être comme mon père, mais... mais ça serait souhaitable. Ça serait comme ça. Donc, que les garçons puissent vraiment soutenir les femmes. Parce que si la lutte au niveau des garçons est de haut niveau et que tous les garçons, les jeunes garçons au lycée, dans les centres d'apprentissage, sachent que ça là c'est normal, je pense que même toi, la fille qui est au milieu, tu te sens rassurée, tu te sens protégée, que bon, ils n'ont pas porté de regard jugeant sur moi, donc je peux... naturellement, quoi. On sait que si tu es absent à l'école, si tu es absent au cours et qu'on te demande, c'est parce que tu dis, il y a mes menstrues qui m'ont dérangé. On ne va pas dire, oh, c'est vous les femmes seulement avec vos histoires de menstrues, d'accord. Il y a même un garçon qui m'a dit une fois lors de nos ateliers que nos histoires de menstrues, qu'on a mal là. Si un garçon n'a pas vécu ça un jour, vous dit que c'est vrai qu'on a mal, eux, ils vont faire croire que ça fait vraiment mal. Bon, ils voudraient qu'ils aient mal, qu'ils vivent le phénomène. Donc, il faut d'abord que les garçons puissent prendre conscience que c'est un phénomène réel et que ça se vit pleinement et qu'on a besoin, nous les femmes, on a besoin de leur accompagnement, de leur soutien pour que... Merci beaucoup. Voilà, merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre discussion. Vous avez un mot de fin, Credo? Pour mot de fin, je dirais à mes pairs d'aller à l'information. Nous avons le centre d'excellence des jeunes de la TBF qui se trouve à Agoué Plateau, où c'est un centre vraiment dédié aux jeunes. Pas de jugement, vous allez, vous prenez les informations sur, vous avez un mal, vous l'exposez et on vous aide, voilà. Et également, nous avons les canaux digitaux sur lesquels nous publions des informations de sources sûres. Nous organisons des webinaires, comme je venais de le mentionner, et tout. Donc, allez à l'information et partagez de la bonne information autour de vous, puisqu'il y a de ces amis, de ces proches qui donnent de mauvais conseils à leurs camarades filles lorsqu'elles sont dans ces périodes de menstruation. Merci Donc, beaucoup. Donnez de bonnes informations, sûres et sécurisées, bien sûr. Déborah, votre mot de fin? Pour mot de fin, je vais dire à mes pères, aux jeunes filles, aux jeunes femmes, que les menstruations, c'est un phénomène normal, c'est un phénomène naturel et qu'il faut le vivre pleinement, sans tabou, sans stigmatisation. Et que vivement, j'espère que dans les années futures, on n'aura plus à parler de la précarité concernant les menstruations. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Credo et Déborah. C'est une discussion essentielle qui prend fin ici. Je vous remercie pour la richesse de vos apports et pour votre engagement précieux. Je vous rappelle que Credo Ameyi est le président de la région maritime du mouvement d'action des jeunes, MAJ de la TBF, et Déborah Dignon, elle est sage-femme d'État en parcours master et formatrice en santé sexuelle et reproductive et planification familiale. Nous sommes à la fin de notre discussion. Retenez ceci, la précarité menstruelle n'est pas une fatalité. Grâce à l'engagement de chacun, des solutions existent pour garantir dignité et bien-être aux jeunes filles. Je vous remercie de nous avoir suivis. Retrouvez-nous le samedi prochain. Au revoir.